Donc, nous allons continuer la deuxième partie du cours à distance. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu le modèle entité-association et puis le modèle relationnel. Et on avait dit que le modèle entité-association, c'est un modèle qui n'est pas implantable, ce qui fait qu'on a besoin d'un autre modèle, c'est le modèle relationnel. Maintenant, dans la suite, on va commencer par donner quelles sont les règles de passage du modèle entité-association vers le modèle relationnel. Il y a un certain nombre de règles à respecter. On va essayer de les voir une à une. La première règle vous dit qu'une entité du MCD ou bien du modèle entité-association devient une relation, c'est-à-dire une table dans un SGBD relationnel. Donc, on va passer de la notion d'entité vers la notion de table ou bien de relation. Une table est une structure tabulaire dont chaque ligne correspond aux données qu'on a enregistrées. C'est pourquoi, des fois, on les appelle des enregistrements. Chaque colonne correspond à une propriété de cet objet. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, quand je parle de colonne, je parle de l'instance de la relation. Et quand je parle de ligne, je vais parler de l'extension. Une table contiendra toujours un ensemble d'enregistrements. Chaque enregistrement correspond à une instance, c'est-à-dire à un enregistrement à un moment bien donné. Une ligne correspond à un enregistrement. Une colonne correspond à un champ, c'est-à-dire c'est un domaine. La valeur prise par un champ pour un enregistrement donné est située à l'intersection de la ligne et de la colonne. Donc, quand je trace la table, comme on va voir tout à l'heure, on va voir que chaque valeur correspond à l'intersection de la colonne et de la ligne. Une remarque, c'est que sur le plan pratique, il n'y aura pas de limite théorique du nombre d'enregistrements qu'on peut stocker sur une machine quelconque. Son identifiant devient la clé primaire de la relation. Donc, on avait parlé de l'identifiant de la clé primaire. La clé primaire permet d'identifier de façon unique un enregistrement dans la table. Les valeurs prises par une clé primaire doivent obligatoirement être non nulles, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir un sens. Dans la plupart des SGBD, le fait de définir une clé primaire donne lieu automatiquement à la création d'un index. Quel est le rôle de cet index? Cet index va nous permettre de faciliter, si vous voulez, la recherche sur la machine. Les autres propriétés deviennent des attributs ou bien ce qu'on appelle des champs. Exemple, si je prends par exemple la relation client, il contient les propriétés suivantes, le numéro du client, le nom, le prénom et l'adresse. Ça, c'est le modèle entité-association ou bien le MCD. Il va se transformer pour devenir la relation client, numéro du client, le nom, le prénom et l'adresse. Une association de type 1N, la règle numéro 2, une association de type 1N, c'est-à-dire une association qui contient comme cardinalité maximale 1 d'un côté et cardinalité maximale n de l'autre côté, va se transformer en une clé étrangère. Va se transformer par la création d'une clé étrangère dans la relation qui va correspondre à l'entité qui a la cardinalité maximale est égale à 1. Cette clé étrangère fait référence à la clé primaire de la relation correspondant à l'autre entité. Ici, il faut signaler que lorsque je crée une clé étrangère, cette clé étrangère doit respecter, si vous voulez, tout ce qui est référence, tout ce qui est donné de la clé primaire pour rester dans le cadre de ce qu'on avait vu la dernière fois dans le modèle relationnel et doit respecter l'intégrité référentielle. Un exemple, si je prends un client quelconque qui passe une commande, donc on a le numéro de client, le nom, le prénom et l'adresse, la cardinalité maximale est de n, et il passe une commande, le numéro de commande, la date de la commande, la cardinalité maximale est de 1,1, donc ça va se transformer pour devenir client, numéro de client, la clé, le nom, le prénom et l'adresse, et dans la commande, on a toujours le numéro de commande, la date de la commande, et puis on ajoute la clé étrangère, qui est le numéro du client. Les gens ajoutent toujours un dièse pour signaler la clé étrangère. D'accord? La troisième règle, c'est quand on a une relation qui contient comme clé, comme cardinalité maximale n d'un côté et cardinalité maximale n de l'autre côté, alors si vous voulez, ce schéma va se transformer en trois relations, c'est-à-dire que l'association concerne va elle-même devenir une association dont la clé primaire sera la concaténation de la clé primaire de commande et de la clé primaire, si vous voulez, du produit. On obtient donc
La commande, il est connu toujours par le numéro de commande et la date de la commande. La référence de produit, le produit il est connu par sa référence comme clé et le libéré. Et je viens donc concerne, je vais prendre le numéro de commande et le numéro de produit et la quantité. Il y a la quantité ici, donc, et la clé primaire, c'est le numéro de commande et la référence de produit. Mais il faut toujours signaler que lorsque je prends le numéro de commande à part, c'est une clé étrangère et la référence du produit, c'est une clé étrangère. Plutôt que de laisser des noms qui n'ont pas de sens, on peut toujours renommer une table quelconque pour lui donner un sens. Par exemple, ici, concerne. Pour mieux mettre en place concerne, on va l'appeler ligne de commande et on va voir, si vous voulez, la relation que vous avez ici. La règle numéro 3, c'est quand il s'agit de relations qui ont plus de deux entités. On va voir un exemple de relation ternaire et un exemple de relation quatraire. On va voir comment ils vont se transformer. Toujours, les règles définies ci-dessus s'appliquent aux associations ternaires. Les associations associant plus de 3 entités se transforment en relations dont la clé est constituée de la concaténation des clés des relations qui constituent l'association. Donc ici, on a la classe, on a la matière, on a le prof. Donc le prof, il va s'exprimer comme ça, la classe et la matière. Et ce qu'on va changer, c'est qu'on va ajouter la relation enseignement qui contient l'identité du prof, l'identité de la classe et l'identité de la matière. Les 3 concaténés vont constituer la clé de la relation. Un deuxième exemple, c'est une relation quatraire. C'est lorsqu'on a un film, une salle, un billet et un horaire, on a une relation quatraire. Et ici, de la même manière, projeté va se transformer en projection et va avoir comme clé le titre concaténé au billet, concaténé au numéro de la salle et à l'identité de l'horaire. Exemple de représentation des tables sur le plan réel. Nous avons ici une relation, nous avons ici 3 relations, une base de données. Nous avons un client, un produit et une vente. Le client ne connaît pas les densités du client, les densités du produit, et la vente est connue par les densités du client et les densités du produit. On aura comme ça, donc le client, on a la représentation réelle, il est comme ça. Les colonnes représentent l'instance de la relation, et dans les lignes, on a, si vous voulez, les enregistrements, c'est-à-dire les personnes qu'on a enregistrées. La même chose pour le produit, on a ici 4 colonnes, donc on a 4 éléments, 4 propriétés, 4 attributs dans la relation. Ici, on a 3 attributs. Et la même chose pour la relation vente. Ça, donc, c'est la première partie. Après avoir vu donc, le passage de modèle entité association vers le modèle relationnel, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est l'utilisation du modèle relationnel dans la réalité. Donc, on va commencer par une partie qui est théorique, l'algèbre relationnelle qui était derrière tout ce qu'on utilise maintenant dans les bases de données, c'est-à-dire la pratique qu'on utilise. On va commencer par une introduction pour parler un tout petit peu de l'algèbre relationnelle. Et puis, on va parler des langages de requêtes formelles, des opérations qu'on peut faire et le langage algébrique, c'est-à-dire des exemples qu'on va essayer de traiter à la fin de cette partie. Donc, l'algèbre relationnelle est une collection d'opérations. C'est un langage de requêtes dans les bases de données relationnelles. Le principe est le suivant, c'est qu'en 1970, Code avait défini les bases théoriques de l'algèbre relationnelle. Ces bases théoriques vont rester si vous voulez, des placards jusqu'aux années 80, là où on a découvert le premier SGBD relationnel. C'est là qu'on a commencé à utiliser, si vous voulez, la théorie de l'algèbre relationnelle. Il permet de manipuler, de retrouver des données dans une base de données. On va voir qu'il y a un certain nombre d'opérations. Il y a des opérations spécifiques, des opérations ensemblées, ce qu'on va essayer de traiter ensemble. Et puis, on va voir un tout petit peu des préliminaires qui concernent cette algèbre. Le modèle relationnel supporte des requêtes simples et expressives, c'est-à-dire que n'importe qui peut travailler avec le modèle relationnel, ce n'est pas difficile, et ça diffère d'un certain nombre de choses qu'on fait en informatique. Les langages de requêtes pour les bases de données sont fondés sur des bases formelles solides. On se base surtout sur la logique de premier ordre en mathématiques. Remarque, il faut dire que le langage de requête est complètement différent du langage de programmation. Parce que dans un langage de requête, on n'a pas besoin de faire un certain nombre de traitements, on n'a pas besoin de faire des calculs complexes, mais on cherche directement
un résultat en passant par des méthodes qui sont faciles, c'est-à-dire on utilise des accès efficaces aux données, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse le plus lorsqu'on travaille dans les bases de données, c'est de retrouver un résultat quelconque. On ne va pas aller dans des traitements qui sont complexes. Le langage de requête formelle. Il y a deux langages de requête formelle qu'on va essayer de voir et qui existent et qui constituent en quelque sorte le fondement du langage SQL, Structured Query Language, langage d'interrogation structurée. Il est utilisé dans la majorité des SGBD et il constituera les deux prochaines projections que je vais faire la prochaine fois. L'algèbre relationnelle, c'est un langage opérationnel. Il permet de définir une requête qui s'écrit comme étant une suite d'opérations effectuées sur des relations. Et le calcul relationnel, c'est un langage déclaratif dans lequel je déclare les tables, je déclare les éléments dont j'ai besoin. Et une requête peut s'écrire comme étant une spécification du résultat attendu sous forme logique, c'est-à-dire sous forme d'un certain nombre d'opérations qu'on va essayer de voir tout à l'heure. On commence par donner trois préliminaires qui nous permettent de définir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Préliminaire 1. Une requête s'applique à des instances de relations, c'est-à-dire qu'elle s'applique à des relations qui contiennent un certain nombre d'éléments à un moment bien déterminé. Et le résultat d'une requête est aussi une instance de la relation. Par exemple, je peux dire que je dispose de la liste des étudiants de la FST et je peux faire une requête qui me permet de déterminer quels sont les étudiants qui sont inscrits dans la filière MIP ou bien la filière BCG. Autrement dit, une requête se pose sur des tables qui ont un contenu potentiellement vide. Je ne m'intéresse pas au contenu. Je mets en place une requête. S'il y a des éléments, je vais avoir un résultat. Le plus important, c'est que le résultat qui va être retourné, c'est aussi une relation ou bien une table qui peut avoir un contenu, mais qui peut être aussi potentiellement vide. Voilà un exemple. J'ai une relation R1, c'est-à-dire une table. J'ai une relation R2, une table. Je passe par une requête Q-long, prenons en entrée R1 et R2, et le résultat de Q, c'est une autre table ou bien c'est une autre relation. Le premier préliminaire numéro 2, le schéma du résultat d'une requête sera toujours le même, quel que soit le contenu de relation. Ça, ici, je suis en train de parler, si vous voulez, des opérations spécifiques. Je suis en train de parler des opérations spécifiques telles que l'intersection, l'union, la différence, etc. La table résultat d'une requête mettra toujours en jeu les mêmes attributs, quel que soit le contenu. C'est-à-dire je travaille toujours sur la même relation. Préliminaire 3. Les schémas des relations prises en entrée par une requête sont fixés. C'est-à-dire je connais le schéma de la relation quand je veux travailler. C'est-à-dire je connais le nombre d'attributs qu'il y a dans la relation. Une requête s'exprime grâce à des noms d'attributs et des tables. Mais une requête ne doit jamais dépendre des instances des relations. C'est-à-dire que quand je mets en place une requête, je ne vais pas dire que ça concerne les étudiants de 2019, ou bien 2020, ou bien 2018. Je ne m'intéresse pas au contenu de la relation, mais je m'intéresse surtout au contenant, c'est-à-dire l'instance. Aucune connaissance du contenu des tables ne doit être nécessaire pour bien comprendre la requête. Maintenant, la deuxième partie de ce cours, c'est de parler des opérations. Les opérations, donc une opération quelconque comprend deux opérandes, une ou deux opérandes, et le résultat, c'est toujours une autre relation. On parle de deux types d'opérations. Il y a des opérations ensemblistes, à savoir l'union, l'intersection et la différence. Il y a des opérations spécifiques, à savoir la projection, la restriction ou bien la sélection, la jointure et la division. Je m'excuse pour ce qu'il y a ici. Remarque, puisque chaque opérateur appliqué à une relation renvoie une relation, les opérateurs peuvent être imbriqués. C'est-à-dire que je peux mettre en même temps la projection et la sélection. Je ne m'arrête pas à un seul, si vous voulez, à un seul opérateur. Commençons par l'union. L'union de deux relations R1 et R2, de même schéma, est une relation R3 de schéma identique qui a pour n-uplet ceux de R1 et ou de R2. C'est-à-dire, c'est l'union qu'on connaît en mathématiques. C'est le même principe, sauf que maintenant, je le fais sur des relations. Je ne le fais pas sur des ensembles simples, mais sur des relations. C'est-à-dire, je peux prendre les étudiants de BCG et les étudiants de MIP, par exemple,
et je fais l'union de deux relations, j'obtiens les étudiants qui sont inscrits à la FST. Donc on met R1 union R2 et l'ensemble des énuplés tels que T, des énuplés T, tels que T appartient à R1 ou T appartient à R2. On notera R3 est égal à R1 union R2 ou union R1 R2. Nous avons donc la relation R1 et la relation R2. R3 qui est égal à R1 union R2 va donner naissance à ce qu'on a ici. Notez qu'ici, il y a suppression du doublon. Il y a suppression du doublon. On a le 0,1, le énuplet 0,1 sur la relation R1 et R2. Et notez aussi que les deux relations R1 et R2 doivent avoir le même schéma pour pouvoir appliquer l'union. L'intersection entre deux relations R1 et R2 de même schéma, toujours, est une relation R3 de schéma identique ayant pour énuplets les énuplets communs à R1 et R2. On note R1 est égal inter R2 est égal à l'ensemble des énuplets T tel que T appartient à R1 et T appartient à R2. On notera R3 est égal à R1 inter R2 ou bien intersexe R1, R2. Nous avons R1, la relation R1 qui contient les attributs A et B, la relation R2 qui contient les attributs A et B. Les instances, on a pour le R1, on a le 0, 1 et le 2, 3. C'est les énuplets. Pour le R2, on a le 0, 1 et le 4, 5. L'intersection entre les deux va nous donner la relation R3 qui a le 0, 1, qui contient le 0, 1. La différence, maintenant, la troisième relation, c'est la troisième opération, c'est la différence. La différence entre deux relations R1 et R2 de même schéma est une relation R3 de schéma identique ayant pour énuplets les énuplets de R1 n'appartenant pas à R2. On note R1 moins R2 est égal à l'ensemble des énuplets tels que T appartient à R1 et T appartient au complémentaire de R2. On note R3 est égal à R1 moins R2 ou minus R1 R2. Remarque, on peut remarquer, et vous pouvez vérifier ça, c'est très simple, que R1 inter R2 est égal à R1 moins R2. On a donc un exemple, on a R1 et R2, on a R1, il contient toujours le 0,1 et le 2,3, R2, il contient le 0,1 et le 4,5, on a R1 moins R2 est égal à l'enregistrement 2,3. R2 moins R1 est égal à l'enregistrement 4,5. La projection. Maintenant, supposons que je dispose d'un certain nombre d'informations sur un étudiant quelconque, sur la relation étudiant. Par exemple, le CNE, le nom, le prénom, l'adresse, la situation familiale, tout un ensemble d'informations. Et je vais afficher les notes des étudiants. Je vais dire à quoi sert d'afficher l'adresse de l'étudiant avec les notes. À quoi sert d'afficher le sexe de l'étudiant avec les notes. À quoi sert d'afficher, par exemple, la situation familiale de l'étudiant avec les notes. Donc, pour éviter ce genre de choses, on utilise ce qu'on appelle la projection. La projection d'une relation R1 et la relation R2 obtenue en supprimant les attributs de R1 non mentionnés, puis en éliminant éventuellement les énuplets identiques, c'est-à-dire en éliminant les doublons. Donc, notre R2 est égal à projection de R1 sur les attributs AI, AJ jusqu'à AM, ou projection sur A1 jusqu'à AM de R1. La projection d'une relation R1 sur les attributs AI jusqu'à AJ, la projection permet d'éliminer les attributs d'une relation. Elle correspond à un découpage vertical, c'est-à-dire l'instance va changer. C'est-à-dire que quand je fais, si vous voulez, une projection, je ne suis plus sur le même type de relation, mais je vais changer la relation. Il supprime les attributs qui sont différents des attributs de la liste de projection. Le schéma résultat contient exactement les champs de la liste de projection A1 jusqu'à A2. NB, l'opérateur de projection élimine les redondances. Ce n'est pas le cas dans SQL, parce que dans SQL, il faut signaler que je vais enlever les redondances. Sinon, il y aura les doublons. Par exemple, un exemple de requête. On vous demande quelles sont les références et les produits et les prix du produit. Pour la relation produit qui contient les densités du produit, le nom, la marque et le prix. Voilà, nous avons ici là le contenu de la relation produit. On me demande de n'afficher que les références et les prix. C'est-à-dire, je vais afficher les densités et je vais afficher le prix. Je n'ai pas besoin d'afficher le nom et la marque. Donc, on obtient donc projection de produit sur identité produit
et le prix, va donner l'identité du produit et le prix, et je supprime le nom et la marque. Requête 2. Quelles sont les marques des produits? Quelles sont les marques des produits? Donc, produit, il est connu toujours par ça. Donc, je veux cet attribut. Je veux les valeurs de cet attribut. Mais cet attribut, c'est la marque, elle contient Dell, Apple, Dell,